à gagner à faire des efforts pour réduire la consommation d'énergie. Je dirais c'est un peu comme le pari de Pascal, parce que si on réduit les émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'on consomme moins d'énergie. N'oublions pas que c'est l'énergie qui est la principale responsable des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que même si on contribue probablement à limiter le réchauffement climatique, mais on contribue aussi à limiter la pollution localement, et ça c'est très important, y compris dans les villes, y compris au jour le jour. Et puis surtout, on va économiser des ressources qui s'épuisent. N'oublions pas que 88% des ressources énergétiques consommées dans le monde, ce sont des ressources fossiles qui ont vocation à s'épuiser. Il y a 38% aujourd'hui, c'est du pétrole, 26% c'est du charbon, 24% c'est du gaz. Ces ressources ne sont pas inépuisables. Donc tous les efforts qu'on peut faire pour réduire la consommation d'énergie, c'est profitable. Alors, pardonnez-moi, je reviens. Ce que vous venez de dire est parfaitement clair, mais je vous donne un exemple. Par exemple, Claude Allègre, il dit, au nom de ce que vous venez d'expliquer, il faut faire porter ces efforts sur la recherche, sur le traitement de l'eau, etc., et pas se perdre dans des conjectures autour du réchauffement climatique où, en gros, on passe beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à combattre un problème qui n'est pas celui qu'il faudra gérer à l'arrivée. À mon avis, c'est deux combats qui sont liés parce que aujourd'hui, il y a un potentiel énorme d'économie d'énergie. On le sait bien, on le voit d'ailleurs, la technologie vient à notre secours dans ce domaine, à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la production d'énergie qu'au niveau du transport, de la transformation, de la consommation d'énergie. Donc je crois que ça, c'est un élément important. Et je dirais, ça peut booster un peu le progrès technique dans ce domaine-là. Je crois qu'il y a un potentiel énorme. Et donc, il y a des gens qui vont gagner de l'argent avec ça. Alors maintenant, c'est le troisième point. Il est certain qu'il y a des enjeux politiques. Et lorsque les Saoudiens aujourd'hui disent le réchauffement climatique, c'est pas vrai, ils sont dans une situation un petit peu délicate parce qu'ils regardent sur le long terme. Il y a 2 ans, ça, c'est sûr. Il y a 2 ans, les perspectives c'était dans 30 ans, même moins, on va consommer 40% d'énergie en plus. Bon, alors c'était plutôt la raréfaction des ressources. Tout le monde disait il n'y en aura pas pour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec la crise, avec le progrès technique qui permet de trouver de nouvelles découvertes, eh bien, on se dit après tout, on en a peut-être pour un peu plus longtemps que prévu. Donc l'épuisement, certains n'y croient pas trop. C'est pareil. Il y a le même débat d'ailleurs chez les économistes de l'énergie sur l'épuisement des ressources que le débat chez les spécialistes du réchauffement. Absolument. Il y a des gens qui vous disent il y a un peak oil, ça y est, on l'a même dépassé. D'autres qui on va dire en tout cas, on sait maintenant que c'est pas 3 siècles, c'est en dizaines d'années. Oui, mais en même temps, on sait très bien. Ça change un peu les choses quand même. Oui, on sait très bien que le progrès technique nous permet de trouver de nouvelles ressources. On l'a bien vu, je dirais. Et puis on pense qu'on abandonnera les ressources fossiles parce qu'on aura trouvé d'autres solutions d'ici là. Donc la question, vous êtes totalement dans la pitié. Oui, c'est le très très long terme. Oui, mais vous savez, dans le très long terme, on peut penser qu'on aura de la fusion nucléaire, on aura d'autres solutions, du solaire, il y aura peut-être des tas de choses, de l'énergie décentralisée. Mais même si on raisonne à 30 ou 50 ans, voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. Si on raisonne à 30 ou 50 ans, on sait qu'on a assez de ressources aujourd'hui. Bon, à condition évidemment de mettre de les répartir et d'être. Oui, et puis de faire des efforts pour économiser. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde les efforts qui sont faits, je crois que c'est ça aussi l'avantage de ce débat politique, c'est que on commence par dire il faut inciter les gens par des aides à faire des efforts. Ensuite, par la défiscalisation aussi. Ensuite, on met des normes relativement contraignantes. Et puis ensuite, on pénalise ceux qui respectent pas les normes. Je crois que c'est une bonne logique économique. C'est ça le rôle du politique. Et finalement, on aboutit ainsi à économiser l'énergie, à préserver des ressources. Ceci étant, il y a des gens, il y a des pays qui ont des ressources dont l'intérêt c'est de faire du lobbying. C'est pas le fait du hasard si les Américains n'ont pas ratifié Kyoto, parce qu'il y a un lobbying pétrolier, il y a un lobbying charbonnier, et aujourd'hui en Arabie Saoudite, d'autant que... Oui, c'est un peu comme les plaques tectoniques, ça force dans différents sens. Oui, avec en plus un contexte qui fait qu'aujourd'hui vous avez l'Irak qui va revenir sur le marché pétrolier. Et donc ça c'est un élément important, il y a un élément conjoncturel fort. Aujourd'hui même et demain, il y a des enchères sur les gisements pétroliers en Irak. Toutes les compagnies y sont. L'Irak produit 2,5 millions environ de barils par jour. Si l'Irak remonte en puissance à 4 ou 5, l'Arabie Saoudite, ça veut dire qu'ils vont être dans une situation relativement difficile, dans un contexte où la demande de pétrole est pas sur le point de repartir à court moyen terme. Donc que l'Arabie Saoudite, je dirais, ait intérêt à ce que... c'est très intéressant ce que vous nous dites sur le plan géopolitique quand même. Vous nous dites qu'il y a un acteur qui est en train de revenir et que ça peut aussi expliquer les choses sur ce que nous disent les Saoudiens. Juste une question. On s'en sort dans une position qui serait par exemple celle de Nicolas Sarkozy, réduction à 2020 de 30%, très bien. Qu'est-ce qu'on va dire aux Français et au monde si justement dans 15 ans le réchauffement ne baisse pas, je veux dire. Et est-ce que vous pouvez l'envisager? Vous comprenez ma question? Si le réchauffement n'est pas là dans 15 ans? Non, si ça continue de se réchauffer
après des mesures contraignantes. Qu'est-ce qu'on va raconter aux gens? De toute façon, d'abord, ça continuera. Enfin, normalement, ça continuera. Vous êtes d'accord? Il faut aussi envisager ça. Ça continuera de se réchauffer, oui. Il y a pas. Bon. Donc quoi qu'il arrive, ça continuera de se réchauffer. Ce qu'on va faire, il est très clair. Le problème, c'est est-ce qu'on réduit? Du tout, hein. Mais attendez. Vous dites le problème, c'est est-ce qu'on peut réduire la vitesse du train? Oui. Mais le train va continuer d'avancer. Oui, c'est notre. On ne promet à personne. On ne promet à personne. Que de diminuer de 30% les émissions de la France ou même au niveau mondial, ça va nous ramener le climat ou garder notre climat actuel. Notre climat actuel, dans l'esprit du climatologue, on va le perdre, on va aller vers un réchauffement d'au moins 2 degrés. Je ne dis pas du tout que ce soit une catastrophe. C'est probablement un climat auquel, effectivement, on pourra s'adapter pour l'essentiel. Hein, mais Non, 2 degrés, je m'adapte, mais si 20% du Bangladesh disparaît sous les eaux, voilà. c'est normal que ça m'interpelle. Alors, Vincent Courtillot, je vous redonne la parole. Oui, mais je vais chanter ma petite musique parce que le consensus... Musique de chambre. Musique de chambre. En 1913, Wegener découvre la tectonique des plaques. Elle est acceptée, vous venez de me jeter la plaque, elle est acceptée grâce aux travaux, entre autres, de Morgan, Mackenzie et Le Pichon en 1965, 52 ans après. Pendant cette période de 52 ans, les meilleurs ou beaucoup des meilleurs géologues, géophysiciens du monde pensent que les plaques ne bougent pas, que les continents ne dérivent pas. L'un des plus grands, Jeffreys, un Britannique qui a vécu 100 ans et qui aurait pu avoir le prix Nobel de physique, a soutenu que le mécanisme était absolument impossible. Oui. Enfin, il n'y a pas de prix Nobel du climat. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois, vous leur balancez un exocète, mais il n'y a pas de prix Nobel du climat. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un exercice d'attribution. Et son exercice d'attribution était faux, il a été dominant et faux pendant 52 ans. Cet homme était brillant, il a fait des découvertes essentielles et beaucoup d'autres aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que la probabilité, bien qu'il soit majoritaire et plein de gens brillants, pour que le GIEC se trompe, c'est-à-dire que le consensus se trompe, car ça n'est pas comme ça que la science avance, est très grande. Donc la certitude avec laquelle on nous conduit à des buts ensuite qu'on peut discuter de façon économique ou politique, elle est déraisonnable. Bon, non, mais bon, je signalerais simplement que l'effet de serre était connu avant disons, la dérive des continents. C'était quand même Arrhenius le premier. Donc, je veux dire qu'on ne nous dise pas que c'est donc, et je ne crois pas. Je crois qu'il y a des bases scientifiques, mais là, il y a de la vraie physique qu'on est en train de faire. C'est pas du tout. Je ne crois pas qu'on puisse être accusé vraiment. Ni d'abord, je crois quand même qu'on pourrait conclure quand même que les chiffres sur lesquels on travaille sont tous les mêmes. Je pense que c'est important parce que j'aimerais quand même conclure ça et qu'ensuite il peut y avoir un débat sur l'interprétation de ces résultats, mais que ceux-ci ne sont pas mis en cause. D'accord. Juste une chose, au sein du GIEC, quel est l'ensemble des corps de métier qu'on y trouve? À tous, ça va depuis les physiciens, les chimistes, et puis tous ceux qui travaillent sur la végétation, sur l'océan, et puis aussi des économistes, des gens qui s'intéressent, et même des médecins, donc aux effets sur la santé, à tous les effets du réchauffement climatique. C'est toute forme d'expertise. Est-ce qu'il y aurait des gens qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent être des agents de lobbying politique, au sens, j'allais dire, péjoratif du terme, vous m'avez compris. Oui, ça pourrait tout... Est-ce que vous, de temps à autre, vous êtes dit, tiens, celui-là, c'est peut-être pas aussi bien que ça. Il y en a partout. Il y en a partout, non, mais je veux dire, oui. Et c'est pas ceux-là qu'il faut utiliser contre ceux qui travaillent. Non, mais c'est pas... Je veux dire, c'est vraiment très ouvert. C'est donner cette impression que le GIEC est quelque chose de fermé, c'est très ouvert. Là, ce qui va se passer dans les 3 semaines, dans les 2 mois qui viennent, on va avoir... peut-être probablement 500 candidatures pour être auteur principal. On va essayer de faire des sélections en tenant compte effectivement de couvrir le domaine le plus large, d'avoir une répartition géographique. C'est ça notre rôle. Moi, je suis membre du bureau du GIEC. On le fait vraiment en toute honnêteté. Est-ce qu'être membre du GIEC aujourd'hui, c'est pas devenu un tampon, je dirais, de la bonne conscience, c'est-à-dire de la science qui est du bon côté? Et est-ce qu'on se fait pas plus pousser ses recherches quand on est au GIEC que quand on n'y est pas? Bon, non, je pense pas. Moi, toutes ces questions, je vous les pose. J'ai une entière confiance en vous. J'ai travaillé sur les glaces polaires avant d'être au GIEC et je pense que les plus grandes choses qu'on ait faites, c'était dans les années 80 avant. Okay. Donc, je veux dire... je suis complètement d'accord. Jean Jouzel a fait des travaux qui méritent les plus grands prix. D'ailleurs, il en a eu à juste titre. Ces travaux étaient à l'échelle de 400 000 ans, de la glace, du CO2. C'est des travaux magnifiques. Sur le réchauffement des 100 dernières années, il est le porte-parole synthétiseur d'autres personnes. Il n'a aucun travaux personnel, lui. Et heureusement, ces travaux à lui sont bons. Mais non, mais... Alors, il y a un autre pavé dans la mare, puisque il en faut encore un. Mon Dieu. Un certain